Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Eco-Inuichi, je m'appelle Audrey. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale vu que c'est la journée de la Terre aujourd'hui. Je voulais vous parler de l'environnement en fait. Donc aujourd'hui, je vous présente des concepts importants. Je vous donne 5 petits trucs faciles à implémenter dans vos vies de tous les jours. Puis je vous donne des petits trucs witchy. Juste avant de commencer, je voulais vous dire, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner si vous aimez la vidéo. C'est parti! Alors premièrement, je vais vous parler du principe des 3 R, donc réduire, réutiliser et recycler. C'est vraiment dans cet ordre-là qu'il faut les prendre en compte. Donc par exemple, il faut réduire notre consommation. Ensuite, on peut réutiliser des choses à la maison avant d'acheter du neuf. Puis finalement, lorsqu'un produit ne peut plus être réutilisé, on le recycle. Alors pour le premier R, réduire. Je vous conseille de réduire bien entendu votre consommation, donc l'achat de vos vêtements, de vos cosmétiques. Par exemple, Cynthia a une super bonne vidéo sur les cosmétiques sur sa chaîne, Cynthia Duluth, ça va être en barre de description. Réduire ses transports en automobile, réduire tout ce que vous pouvez en fait, parce que le meilleur déchet en fait c'est celui qu'on ne produit pas. Donc c'est vraiment important de réduire le plus possible. On peut aussi, par exemple, réduire nos emballages en plastique ou tout simplement nos emballages. Lorsqu'on fait l'épicerie ou lorsqu'on achète des objets au magasin, peu importe, juste réduire l'emballage, c'est déjà un bon pas. Ensuite, on a la réutilisation. La réutilisation, pourquoi c'est important? C'est parce que ça nous empêche d'acheter plus de produits. Donc, réutiliser un sac en plastique, par exemple, c'est empêcher d'acheter un nouveau sac en plastique, donc empêcher de produire un autre sac de plastique. C'est vraiment ça le concept derrière la réutilisation. Donc, par exemple, vos assiettes de cuisine, le fait de les réutiliser encore et encore, ça fait qu'on n'a pas besoin d'en racheter à chaque fois. Donc, des nouvelles assiettes n'ont pas besoin d'être produites à chaque fois parce que c'est souvent l'impact à la production qui est encore plus grande que l'impact des déchets, par exemple. Par exemple, si vous n'avez pas réussi à réduire vos emballages à l'épicerie, que vous avez finalement eu un sac de plastique avec vos carottes, eh bien, c'est important de justement le réutiliser. Comme ça, vous pouvez l'utiliser comme sac de poubelle, par exemple. Donc moi, c'est souvent ça que je fais. Lorsque j'ai des sacs en plastique comme les sacs de pain, etc., je les utilise pour mettre mes déchets à l'intérieur. Donc ça empêche en fait de produire des sacs de poubelle qui servent seulement à jeter nos ordures. Il y a aussi le concept des pailles réutilisables par exemple. Donc une paille en acier c'est super, sauf qu'une paille en acier qui évite la production de paille en plastique, c'est encore mieux. Donc, par exemple, acheter une paille en acier juste parce que on dit que c'est écologique, c'est pas vraiment la meilleure solution. En fait, ce serait vraiment si on est une personne qui utilise beaucoup de paille dans la vie et qu'on passe à travers des paquets de 200 en un mois, donc là, peut-être que ce serait une bonne idée d'acheter une paille en acier. Comme ça, on évite d'acheter plusieurs pailles, donc on réduit la consommation de paille. Mais si on est quelqu'un qui boit jamais avec une paille, c'est peut-être pas utile. Donc là, ça serait la réduction du produit écologique en tant que tel. Donc on évite d'acheter la paille en acier parce qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est un peu ça. Mais c'est sûr que réutiliser cette paille en acier-là, encore et encore, ça va être beaucoup mieux que d'acheter des pailles en plastique à usage unique. C'est surtout du côté de la fin de vie de l'article. Parce que l'acier, ça peut être recyclé encore et encore, tandis que le plastique, en fait les pailles en plastique en particulier, finissent au dépotoir. Côté production par contre des pailles, les pailles en plastique vont créer beaucoup moins de GES et de pollution lors de leur production, sauf que c'est ça, c'est en fin de vie le problème. Tandis que l'acier va créer beaucoup de GES et de pollution à sa création, sauf si c'est de l'acier recyclé, mais
à force de le réutiliser encore et encore, là, on diminue l'impact écologique de la paille. Le troisième R, finalement, c'est le recyclage. Le recyclage, c'est un concept super sur papier, mais pas très bon en pratique. Donc, je vais vous en parler rapidement. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, sauf que le recyclage, ça a ses défauts. Le recyclage, c'est une entreprise, donc si le matériel n'a pas une bonne valeur de revente, il ne sera pas recyclé. Donc c'est pour ça que le plastique, en général, il y a seulement 9% du plastique qui a été produit depuis le début qui a été recyclé. C'est vraiment pas un bon ratio, ok? Donc, c'est sûr qu'il faut garder ça en tête quand on met du plastique au recyclage. Bon, oui, on le met au recyclage, mais est-ce qu'il va être recyclé? C'est pour ça que c'est important d'acheter aussi des produits qui sont faits en plastique recyclé, quand on peut. Parce que c'est là qu'on va créer une genre de loupe. Donc, on va empêcher les bouteilles de plastique, par exemple, d'arriver au dépotoir. À la place de ça, on leur donne une deuxième vie. Bien entendu, ce serait encore mieux d'utiliser aucun plastique, mais tant qu'avoir du plastique qui traîne dans nos océans, aussi bien de l'utiliser. Donc, c'est sûr que l'idéal, ce serait les objets en plastique qu'on ne peut pas faire dans d'autres matériaux qui seraient produits en plastique recyclé, puisqu'il y en a déjà beaucoup sur la planète. Mais c'est pas aussi simple que ça. Mais dans le fond, ce que je vous dis, c'est à la place d'utiliser un plastique vierge, privilégier les plastiques qui ont été recyclés ou les autres produits. J'ai pas le choix de vous parler du recyclage du verre aussi. Le verre n'est pas recyclé à 100% du tout, même si, en théorie, encore une fois, il pourrait l'être à 100% et de manière infinie. Le problème, c'est que souvent, le tri est fait à la main par des gens qui trient eux-mêmes dans les centres de triage de recyclage. Puis, c'est que c'est dangereux. Donc, la plupart du temps, si le verre est cassé, on va le prendre, on va le broyer, puis on va s'en servir comme couche de recouvrement des lieux d'enfouissement sanitaire. Donc, c'est pas fantastique, c'est sûr, mais c'est comme une façon de donner une deuxième vie au verre quand même. Mais c'est sûr que l'idéal, ce serait vraiment de toujours recycler le verre à 100%. C'est juste pas possible pour le moment avec les technologies qu'on a. Donc, encore une fois, le verre, c'est beaucoup mieux si on peut le réutiliser que le recycler. On peut le réutiliser, par exemple, en allant chercher nos produits en vrac. Donc, on nettoie le pot comme il faut, on l'assainit, puis on apporte ce pot-là pour le remplir de produits en vrac. Ensuite, après les 3 R, il y a bien sûr les déchets. Mais avant les déchets, il y a aussi le compost. Le compost, ça s'en vient de plus en plus commun. Donc, les villes, par exemple, commencent à instaurer le service de collecte de compost. Ça, c'est fantastique, on aime ça. Mais ça devrait toujours être le dernier recours. Donc, bien entendu, les 3 R s'appliquent aussi à la nourriture, si on peut le dire. Donc, c'est de réduire la nourriture qu'on n'utilisera pas. De réutiliser celle-là qu'on a, donc nos restes, puis de recycler, si on peut dire, prendre nos restes, puis les utiliser dans une autre recette. Et finalement, mettre le reste au compost. Mais sincèrement, il faut vraiment éviter le gaspillage alimentaire le plus possible. C'est un gros problème, même qu'on dit que la pollution alimentaire, dans le fond, ben, des déchets alimentaires, serait le 3e pays le plus pollueur au monde. Donc, si le gaspillage alimentaire était un pays, eh bien, il viendrait juste en dessous de la Chine, côté des GES créés. Donc, on a les États-Unis, la Chine, le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment un gros problème qu'il faut gérer. Bien entendu, c'est pas juste notre faute aux consommateurs. Il y a beaucoup de gaspillage qui sont faits dans le champ, dans les usines, même à l'épicerie, mais c'est sûr que si on peut réduire le plus possible ce gaspillage-là, c'est parfait. Ensuite, autre concept important, un autre concept important, c'est les transports. Donc, les transports produisent beaucoup de GES, en particulier au Québec, comme partout ailleurs. Mais au Québec, je pense que c'est la première ou deuxième source la plus importante de GES produite. Donc, c'est sûr que c'est pas à ignorer. Donc, encore une fois, je vous dis réduire vos déplacements en automobile le plus possible.
Bien sûr, si c'est une voiture à essence. Si c'est une voiture électrique, je pense que c'est une discussion pour un autre moment, puisque le sujet est encore là très vaste. Je n'aurai pas le temps de tout expliquer dans cette vidéo-ci, bien entendu. Mais juste pour vous dire, il y a le problème des batteries, le problème de la réutilisation, recyclage de la batterie en tant que telle. Puis ensuite, on se demande, ok, mais là, il faut miner les composantes de la batterie. Est-ce que c'est moins pire? Est-ce que c'est pire qu'une voiture à essence? Moi, mon opinion là-dessus, c'est que ce serait moins pire qu'une voiture à essence. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, c'est pas vraiment le sujet, donc j'en parlerai pas énormément. Je vais me concentrer sur les voitures à essence. Donc, en fait, ce que je vous conseille, c'est justement de réduire vos déplacements le plus possible. Si vous avez une voiture à essence, comme ça, on peut utiliser le vélo, les transports en commun. Les transports en commun, ce qui est bien, c'est qu'on peut déplacer plusieurs personnes avec le même véhicule, donc c'est là qu'on évite les GES. Puis il y a aussi les autres transports actifs, à part que le vélo, comme la marche, le skate, le patin à roulettes, n'importe quoi. Mais c'est ça, c'est vraiment de réduire nos déplacements inutiles, vraiment, en voiture. Parce que ceux qui sont utiles, ceux qu'on peut pas éviter vraiment. Quand on habite en campagne, c'est difficile d'aller faire l'épicerie en transport en commun quand l'épicerie est à 8 km, t'sais. Fait que là, il faut vraiment se servir de son jugement. Si vous êtes une personne en ville qui habite à 2 pas de l'épicerie, peut-être que ce serait mieux d'y aller à pied, par exemple, ou en vélo, puis acheter petit par petit. Je voulais aussi vous parler du concept des e-waste, donc la pollution créée par Internet. En fait, le problème là-dedans, pourquoi ça crée de la pollution d'utiliser Internet, c'est parce que les serveurs où on sauvegarde des choses, où on met les choses en ligne, sont alimentés par des énergies non renouvelables. C'est ça le problème, ok? Donc, non, il n'y a rien de mal à écouter Netflix, sauf que Netflix, eh bien, son serveur est alimenté par du charbon peut-être, ou par du pétrole, c'est des dérivés d'énergie fossile, ou du gaz même. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que ça va polluer, ça va créer des GES. Donc, c'est sûr que je vous conseille de moins possible utiliser peut-être YouTube ou Netflix, donc réduire encore une fois, mais c'est sûr qu'on peut pas être parfait, là, on écoute tout Netflix une fois de temps en temps, puis on écoute tout YouTube une fois de temps en temps, t'sais. Mais c'est ça, c'est de peut-être réduire la quantité d'emails qu'on envoie si c'est pas nécessaire, peut-être appeler à la place, ou de nettoyer sa boîte email plus souvent, ou de se désabonner de pourriels. Ça aussi, c'est quelque chose qui pollue, donc c'est sûr que se débarrasser de ces courriels-là, ça serait encore mieux. Bien sûr, ça c'est quelque chose qui est en train de changer tranquillement, donc c'est sûr qu'au cours des prochaines années, ce problème-là va sûrement se régler, en tout cas j'ose espérer, donc utiliser plutôt des énergies renouvelables pour alimenter les serveurs pour l'Internet par exemple. Autre chose que vous pourriez faire par rapport à ça, ce serait de télécharger par exemple le moteur de recherche Ecosia. C'est ce que j'utilise pour faire mes recherches. Ça fonctionne comme Google. Même chose, sauf que eux, à chaque recherche, ils plantent des arbres. Donc, ils vont aller compenser le carbone qu'on produit en investissant dans des énergies vertes, par exemple, ou dans la plantation d'arbres. Justement, la compensation de carbone, de CO2, par exemple, c'est quelque chose que plusieurs compagnies commencent à faire. Donc, je pense aussi à BeKine, une petite compagnie québécoise qui offre maintenant le service de compenser le CO2 produit. En achetant, en fait, on leur achète la compensation après notre commande en ligne, par exemple. Puis eux, ils vont s'occuper de mettre cet argent-là dans des fonds pour planter des arbres, justement, ou investir dans des énergies vertes. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des compagnies qui font que ça. Donc, vous pouvez prendre un petit sondage en ligne, entrer vos consommations de ci, ça, puis eux, ils vont calculer c'est quoi votre empreinte carbone. Donc, avec ça, eux, ils vont vous dire, ah, ben, si vous voulez compenser votre carbone, il faudrait donner ce montant-là, puis nous, on s'occupe de le distribuer à certaines compagnies pour qu'ils investissent dans les énergies vertes. Donc, c'est un concept assez intéressant. La plupart du temps, ça coûte pas grand-chose. Il y a des compagnies qui le font directement aussi sans demander d'argent. Ils prennent directement de leur profit.
Donc, je pense un peu à Etsy. Etsy, la compagnie sur laquelle je vends mes produits, a un programme de compensation de carbone. Donc, à chaque colis envoyé, il compense le carbone produit. Bien entendu, la compensation de carbone, ça ne doit pas être la seule solution, mais c'est une bonne place où commencer. Ensuite, bien entendu, je vous invite à éviter les emballages à l'épicerie, par exemple, de vos aliments. Pour quelle raison? C'est simplement parce que les emballages en plastique, par exemple, qui vont avoir été créés de plastique vierge la plupart du temps. Donc, réduire cette consommation-là, ça empêche de produire des GES. Je conseille d'utiliser des aliments les plus possible biologiques parce que certaines certifications comme EcoCert demandent à leurs cultivateurs, leur compagnie, de garder en tête le développement durable. Donc ça, c'est vraiment bien. Bien entendu, le biologique, c'est pas 100% bien. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui est 100% bien pour l'environnement? Je pense pas. Mais c'est déjà bien à comparer à certaines entreprises que eux, ils vont aller prendre des pesticides plus chimiques, plus dangereux pour l'environnement, alors que les certifications comme EcoCert encouragent les cultivateurs à utiliser des pesticides qui sont moins dangereux pour l'environnement. Je voulais mentionner rapidement ça ici, en fait c'est la norme ISO 14001. Ça, si vous voyez ça sur un site internet d'une compagnie, c'est vraiment super, ok? Parce que dans le fond, ça vous dit que vous allez pouvoir aller voir, ils vont avoir fait des documents spécifiques pour l'environnement. Donc, ils vont avoir des méthodes pour améliorer leur système, leurs méthodes pour l'environnement. Donc, vous allez pouvoir aller lire ça. Ça va être super intéressant. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est une amélioration continue. Donc, vous êtes sûr que les personnes qui travaillent dans cette compagnie-là, ou peu importe, ils visent vraiment vers un meilleur standard environnemental. Ensuite, il y a aussi l'écologo. Écologo, c'est une certification qu'on peut avoir qui certifie que nos produits sont biodégradables, par exemple, et qui sont bons pour l'environnement, ou en tout cas mieux pour l'environnement que certains autres produits. Dernier concept que je voulais vous faire part, en fait, c'est de privilégier les compagnies écologiques le plus possible quand vous voulez acheter des produits, par exemple. Parce que ce qui est le fun avec ces petites compagnies-là, c'est que eux qui ont commencé en se disant on veut un monde meilleur, dans le fond. On veut vraiment des bonnes conditions pour l'environnement. Tandis que les grosses compagnies, par exemple comme H&M, que je pourrais penser, eux, ils ont fait ça parce que leur clientèle a changé et elle s'est dit « Hey, c'est parce que vous faites pas attention à l'environnement, là. Moi, j'achète plus chez vous. Je veux avoir quelque chose qui fait attention à l'environnement. » Fait que là, ils ont changé. Mais ils n'ont pas tout changé. Ça, c'est un problème. Ils ont changé seulement une partie de leur collection, par exemple. Ils ont créé une collection environnementale. Mais pourquoi tu ne l'appliques pas à toute ta compagnie? Donc, c'est ça ici, tu sais, on met quand même de l'argent dans les poches de H&M qui pollue. Même si vous encouragez la partie qui pollue moins, vous encouragez quand même la compagnie qui pollue. Donc, c'est un peu ça le problème éthique, si je peux dire, des grandes compagnies. Souvent, ces petites compagnies-là, un peu plus écologiques, n'ont pas toujours les certifications encore. Donc, c'est bien de leur écrire, de leur demander hey, est-ce que vous êtes dans les démarches pour avoir une certaine certification comme Fairtrade ou justement écologo ou biologique, quelque chose. Puis la plupart du temps, ils vont vous répondre que oui, ils sont en train de faire des démarches pour. Donc, c'est sûr qu'ils sont pas encore rendus là. Sauf que peut-être que d'attendre une année ou deux, puis ils vont être rendus là, puis là, vous allez pouvoir les encourager. Alors, j'espère que je vous ai pas trop perdu. Maintenant, c'est la petite section des 5 trucs faciles à implémenter dans vos vies de tous les jours. Premièrement, on commence par utiliser des choses réutilisables. Donc, on arrête d'acheter des cafés dans des copes jetables. À la place, on apporte son cup réutilisable au Tim Hortons ou au Starbucks. Bien entendu, je vous conseille pas d'acheter les trucs fancy, d'en acheter comme 8000 tasses de voyage
Je pense qu'on en a tous une chez nous qui fonctionne super bien. Sinon, il y en a plein dans les villages des valeurs ou ces choses-là de seconde main. Sinon, demande à ta mère, demande à ton ami, c'est sûr qu'il y a quelqu'un autour de toi qui en a une qui l'utilise pas. Donc, c'est vraiment de chercher autour avant d'acheter. Là, c'est sûr qu'en pandémie, c'est un peu plus compliqué, je l'avoue. J'ai arrêté complètement d'apporter mes tasses réutilisables. J'ai vraiment hâte que ça revienne comme avant pour ça. Mais sinon, en attendant, on peut toujours réduire un peu notre consommation. Ensuite, par exemple, moi, ce que je fais à chaque jour, je pars jamais de chez moi sans mes ustensiles. Donc, si tu as un plat à acheter à l'épicerie puis que tu veux le manger sur place, tu n'auras pas besoin de prendre une fourchette en plastique. Tu as déjà ta fourchette dans ta sacoche, donc c'est super pratique. Je me traîne aussi une genre de petite napkin en tissu. Donc, ça aussi, c'est fantastique, que ce soit pour les dégâts ou juste pour s'essuyer la bouche, les mains. C'est vraiment le fun à avoir sous la main. Puis aussi, bon, ma paille que je pars jamais sans. Et aussi les sacs réutilisables. Je pars jamais de chez moi sans mon sac réutilisable. Ça empêche d'avoir des sacs en plastique qu'on voulait pas avoir, qu'on s'était dit qu'on n'allait pas en avoir besoin. Puis là, finalement, on est pogné, on a eu 8 articles qu'on peut pas pogner dans nos mains. Puis là, ben, il faut qu'on prenne un sac en plastique. Donc, ça empêche ces situations-là d'arriver. Ensuite, un autre truc facile, réduire le temps de nos douches ou réduire la quantité de bains qu'on prend. Donc, si vous êtes du genre à prendre une douche vraiment longue, comme 1 heure, je vous conseille de prendre un bain. Ok, ça va sauver déjà plus d'eau, rendu là. Mais par exemple, si vous prenez une douche de 20-25 minutes, peut-être que ce serait bien de la couper à 10-15 minutes, si c'est possible. C'est sûr qu'il y a des fois que ça va prendre plus de temps. Admettons, on a lavé nos cheveux, donc là, ça va être plus long. Mon petit conseil là-dessus, c'est si vous avez un copain, vous pouvez prendre votre douche ensemble. Donc, nous, c'est ce qu'on fait à chaque soir. Pendant que je lave mes cheveux, par exemple, ben lui, il va sous le jet de douche. Donc, comme ça, on sauve de l'eau. C'est juste, c'est simple comme ça. Donc, nos douches qui prennent 10 minutes sont beaucoup plus efficaces vu que c'est comme si on prenait une douche de 5 minutes séparée de notre côté. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quand vous êtes en train de vous laver les cheveux, vous n'avez pas vraiment besoin que l'eau coule, donc vous pourriez la fermer. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire, c'est vraiment difficile, donc si vous êtes capable, chapeau. Si vous voulez essayer aussi, c'est une bonne idée, donc je vous encourage. Mais c'est ça, donc c'est des petites astuces pour diminuer l'eau gaspillée. Pourquoi je parle de l'eau? C'est parce que quand on prend de l'eau qui est pas vraiment sale, donc l'eau de la douche qui coule et qu'on se sert pas, ça va aller quand même dans nos systèmes de traitement des eaux. Puis les eaux qui sont déjà contaminées vont se mélanger aux eaux qui sont pas vraiment contaminées. Puis là, ça va faire un volume beaucoup plus grand à traiter. Donc ça, c'est un problème, ok? Puis c'est difficile quand même de traiter ces eaux-là. Donc le plus possible qu'on peut éviter d'avoir à traiter de l'eau, plus d'eau potable qu'on a en fait pour boire ou pour cuisiner. Bon, la surconsommation, j'en ai déjà parlé, mais mon petit truc pour ça, en fait, ça serait de magasiner seconde main. Ce qui est bien avec le seconde main, par exemple, c'est que à la place que ce vêtement-là au dépotoir, eh bien, on lui donne une seconde vie. Puis, en plus, on empêche un autre vêtement d'être créé. Donc, ça, c'est des ressources sauvées, là. C'est vraiment beaucoup. Les textiles, je suis présentement en train de faire un test universitaire là-dessus, la pollution des eaux par rapport aux textiles. Mais il y a aussi tout le fait de faire pousser le coton pour les chandails ou prendre du pétrole pour fabriquer des fibres polyester synthétiques, etc. Puis même la laine, donc la terre qui est utilisée pour les moutons, quand on prend leur laine et tout, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est un gros impact, l'industrie des textiles. Donc, si on peut réduire ça au maximum, c'est vraiment fantastique. Donc, je vous conseille. Moi, ici, à côté de chez nous, j'ai le village des valeurs. Sinon, il y a aussi ThredUp sur Internet. J'ai regardé l'autre jour, puis il y a vraiment des belles choses. Il y a des choses qui sont presque pas abîmées.
Ça coûte presque rien. C'est aussi peu cher que le fast fashion. Donc, je vous conseille vraiment, si jamais vous n'avez pas vraiment l'argent pour investir dans des pièces soutenables, donc de compagnie écologique, eh bien je vous conseille vraiment le seconde main. Ensuite, si pour vous faire votre épicerie en vrac, c'est un peu compliqué de trouver vos produits préférés, genre vos céréales, ça va être difficile de les trouver en vrac, eh bien je vous conseille de commencer par les produits ménagers. Ça c'est vraiment facile, puis on les perd pas, ok? Donc moi par exemple, je vais chez Espace Organique pour remplir mes pots de détergent à lessive par exemple, ou de liquide à vaisselle, ou de shampoing, donc mes petits nettoyants, donc toutes ces affaires-là, c'est vraiment facile de les avoir en vrac. Donc vous avez sûrement un magasin de vrac près de chez vous. Sinon, c'est sûr que si vous restez un peu plus en campagne, peut-être que vous n'avez pas accès à ce genre de choses-là. Mais toujours commander en plus grande quantité, ça va quand même sauver des emballages. Il y a toujours aussi la possibilité de, quand vous venez en ville, remplir vos gallons, par exemple, de liquide à lessive, puis comme ça, éviter les emballages. Donc un autre petit truc, oui je vous ai déjà parlé d'essayer d'éviter les emballages à l'épicerie, d'essayer de privilégier le biologique, mais vraiment parfois on peut pas tout faire, ok? Mais c'est ça, c'est d'essayer de regarder entre trois produits. J'ai un produit conventionnel qui vient du Mexique, un autre j'ai un produit qui est sans emballage, puis un autre j'ai un produit qui est local, mais c'est peut-être de privilégier celui qui est local ou de privilégier celui qui est sans emballage au lieu de prendre celui qui a un emballage et qui vient de loin. Donc vraiment, c'est d'aller avec ce qu'on peut. C'est sûr que parfois le biologique va coûter un peu plus cher, mais pas toujours. Il faut regarder les spéciaux. Puis c'est ça, c'est de faire de son mieux, même si on peut pas tout faire parfaitement. Maintenant, pour la section un peu plus witchy, partez pas tout de suite si vous êtes pas, si vous vous associez pas à ce mouvement-là. Ça peut aussi parler à tout le monde. Donc, je parle de chandelles par exemple ou de feu. Donc, ça peut toucher pas mal tout le monde quand même. Donc, premièrement, il y a les chandelles. Donc, c'est sûr que je conseille des cires qui sont faits à partir de produits végétaux. Donc, soit une cire de soya, une cire de tournesol. Il y a aussi la cire d'abeille, mais ça, c'est un peu rare. Donc, je vous conseille pas vraiment. Si c'est juste ce que vous avez sous la main, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'on préfère privilégier, par exemple, la cire de tournesol qui est vraiment beaucoup plus soutenable que pas mal toutes les autres. Donc on essaie d'éviter le plus possible la cire de paraffine parce que ça vient du pétrole. Pour ceux qui sont des adeptes de faire brûler de la sauge, en fait, je vous conseille plus ou moins pour vraiment le garder pour des occasions un peu plus spéciales. Parce que brûler la sauge ou brûler un papier, faire un feu dans sa cour, ça produit des HAP. Les HAP, c'est des produits en fait toxiques qui se répandent dans l'air. Ça vient polluer, c'est ça, l'air et même les eaux, vu que ça vient se condenser dans les eaux. Donc c'est sûr que la sauge en tant que telle, ça n'en produira pas énormément, mais c'est quand même à retenir, dans le fond, d'ouvrir ses fenêtres grandes quand on fait brûler de la sauge parce que c'est quelque chose qu'on va inspirer et avoir dans notre organisme. Donc, c'est quand même un produit toxique. C'est à se rappeler. Puis, c'est à utiliser en petite quantité. Donc, les HAP, si vous voulez en savoir un peu plus, c'est que c'est un produit qui se libère lorsqu'on brûle une matière organique, mais pas au complet. Donc, le feu, par exemple, quand on fait brûler un feu de camp, le bois va brûler, mais pas entièrement. Donc, des petits HAP vont s'échapper dans l'atmosphère. Un autre conseil pour vous qui aimez les herbes et tout, je vous conseille de les faire pousser dans votre jardin ou dans des pots dans votre appartement. C'est vraiment facile. Moi, je suis en train de le faire, justement. Puis, j'aime vraiment ça. C'est sûr que ça prend un petit peu le pouce vert, là. Mais en vrai, les trois choses que vous avez le plus besoin, c'est du soleil, de l'eau, pas trop, mais de l'eau, puis de la terre. Donc, c'est quand même assez facile. Vous pouvez aussi faire ça avec vos fruits et légumes, donc les possibilités sont vraiment infinies. C'est sûr qu'on va
Là, c'est sûr qu'on n'utilisera pas de pesticides du tout, on n'utilise pas plus de terre, tu sais, c'est les terres qu'on a chez nous, tu sais, fait que ça empêchera pas d'autres personnes de manger. Mais c'est ça, fait que c'est vraiment quelque chose de le fun. Je vous le recommande, essayez-le. C'est sûr que vous pourriez peut-être pas faire pousser des carottes puis des brocolis chez vous si vous n'avez pas de place. Mais ça reste qu'on peut faire pousser du persil très facilement sur le rebord d'une fenêtre. Pour ce qui est des offrandes maintenant, pour ceux qui aiment le faire, je vous conseille toujours d'utiliser des produits organiques, vraiment naturels, dans le sens que c'est quelque chose que si vous mettez dans la terre, il faut que ça se dégrade au complet. Donc pas de plastique s'il vous plaît. Le tissu, si c'est du tissu, il faut que ce soit un tissu de coton ou de laine. Il faut que ce soit un tissu, c'est ça, de fibres naturelles. Donc, tout ce qui est synthétique va créer des microplastiques dans les sols. Donc, les petits animaux vont pouvoir les manger, ça va aller dans nos nappes phréatiques, donc ça va polluer nos eaux. On veut vraiment pas ça, ok? Donc, on s'en tient à des produits qu'on peut trouver dehors, dans la nature. Puis, on offre. Ensuite, pour vos petits spells, on peut utiliser des pots réutilisés. Donc, votre pot de moutarde que vous avez fini puis que vous allez mettre au recyclage qui est en plastique ou en verre, eh bien, vous pouvez le garder, vous pouvez le laver puis vous pouvez faire vos spells dedans. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Moi, j'ai quasiment une collection de pots en verre. Mais je vais aussi m'en servir pour ma compagnie. Donc, certains produits vont être mis dans ces pots réutilisés-là. Finalement, moi je sais que j'aime ça faire des petits rituels avec un bain à la pleine lune ou la nouvelle lune. Mais juste se rappeler, peut-être mettre un petit peu moins d'eau qu'à l'habitude ou bien entendu en faire plus espacé. Donc peut-être juste aux pleines lunes et non aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. C'est vraiment essayer de réduire notre consommation d'eau encore une fois. On est arrivé à la fin de la vidéo, donc merci énormément d'avoir écouté jusqu'ici si vous l'avez fait. N'oubliez pas de me laisser un like, ce serait vraiment cool de votre part et j'apprécierais vraiment beaucoup parce que ça a été une longue vidéo à monter. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous à la chaîne et il y en a d'autres des vidéos comme ça qui s'en viennent. Bye!